Imagine t'es en costard, dans un jet privé à 10 000 mètres d'altitude, verre de champagne à la main, tout va bien, et bam, explosion, crash, tu te réveilles seul au milieu du Pacifique avec une rame pour seul ami et une noix de coco pour psychologue. Bienvenue dans Stranded Deep, un jeu de survie où l'eau est plus dangereuse que le feu, chaque crabe te rappelle que t'as faim, la moindre coupure peut te tuer plus qu'un requin, enfin presque, c'est intense, immersif et souvent frustrant. Mais est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec le gameplay, survivre ou mourir. Dans Stranded Deep, y a pas de tutoriel, façon Minecraft tranquille. Tu spawns, tu galères, ton premier ennemi, la déshydratation. Ton deuxième, l'inventaire. Et le troisième, ta propre incompétence à faire un feu sans faire cramer la moitié de la forêt. Le gameplay repose sur 4 piliers. Gérer ta faim, ta soif, ta santé et ton sommeil. Jusque-là, classique. Sauf que là, la moindre décision peut être fatale. Manger un poison pas cuit, empoisonnement. Marcher sur un oursin, infection. T'oublies de sauvegarder, rage quit. Ce que le jeu fait bien, c'est ce sentiment d'urgence constante. Tout le temps, tu cours après quelque chose. De l'eau, des ressources, ou juste une île où il n'y a pas de sanglier psychopathe. Et quand tu construis enfin ton radeau, avec moteur et tout, t'as l'impression d'avoir inventé le Titanic, jusqu'à ce que tu te retournes en mer, 4 secondes à cause d'une vague. L'immersion et l'atmosphère. C'est là où Stranded Deep fait vraiment très fort. Son ambiance, le ciel change, la météo évolue, les sons très réalistes, et les couchers de soleil si beaux que tu pourrais presque oublier que tu viens de bouffer une étoile de mer crue parce que t'avais plus rien à manger. L'océan est magnifique, les profondeurs sont terrifiantes. Mention spéciale au moment où tu descends dans une épave et que ton oxygène commence à manquer. T'as le cœur qui bat pour de vrai. Par contre, l'IA des animaux, c'est autre chose. Un crabe peut te courser comme un boss de Dark Souls, pendant qu'un requin va te snober comme si t'étais un simple vulgaire morceau de hareng. Il y a aussi l'histoire et les objectifs. Ça, c'est le chapitre 3. Et oui, il y a une vraie fin dans Stranded Deep. Tu peux quitter l'île en construisant un avion pour t'échapper. Ça me fait penser un peu à Subnautica. Mais pour ça, faut récupérer 3 pièces planquées dans des épaves, gardées par des boss marins. 3 créatures uniques, une anguille géante, une pieuvre et un requin mégalodon. Là, on passe d'un jeu de survie lent à un mini Monster Hunter sous l'eau. C'est épique, mais c'est aussi très punitif. Honnêtement, certains vont juste kiffer construire une base stylée sur leur île perso et ne jamais partir. Et ça, le jeu le permet. C'est ta survie, c'est ton histoire. On pourrait comparer avec d'autres jeux, on pourrait le comparer avec The Forest ou Green Hill, ou même Subnautica, sauf que Stranded Deep, lui, mise moins sur le craft de folie et plus sur la gestion de ressources minimalistes dans un environnement hostile. C'est plus contemplatif que The Forest, moins violent que Subnautica, mais aussi parfois plus frustrant que Subnautica. Subnautica, c'est incroyable. Allez voir ma vidéo dessus. Enfin, si vous n'avez pas joué à Subnautica en 2025, jouez-y tout de suite. Subnautica, c'est juste génial. Hein? Franchement, jouez à Subnautica. Non, mais on est d'accord, hein. Franchement, jouez à Subnautica. Surtout à cause de son interface old school, en fait, dans Stranded Deep. C'est vrai que l'interface, moi, m'a un peu rebuté, là, au début du jeu. Des bugs fréquents et une difficulté qui te punit pour tout, même d'avoir juste simplement osé exister. Si t'as aimé Raft, Downstrave ou Subnautica, tu vas te sentir à la maison. Une maison de feuilles posée sur un tronc, que t'as fabriqué toi-même en hurlant contre la physique du jeu. Les points forts et les points un peu what the fuck, ça c'est le chapitre 5. Tu peux mourir d'un coup de soleil. Oui, le jeu gère l'insolation. Un cochon sauvage peut te one-shot pendant que tu essayes de couper un palmier. Tu peux domestiquer un crabe en le coinçant dans un coin et en lui donnant un nom. C'est pas prévu, mais c'est beau. Certains joueurs ont mis plus de 100 heures dans le jeu sans jamais tenter de s'échapper, juste pour faire des fermes d'aloe vera. Et tu peux faire un radeau à 12 moteurs, qui part en vrille dès qu'une vague arrive, bien sûr. Le jeu est plein de bugs, plein de limites, mais aussi de charme et d'étrangeté. C'est le genre de jeu où tu rages, mais va savoir pourquoi tu le relances. Stranded Deep, c'est un peu comme être en vacances chez Bear Grylls. C'est pas fait pour tout le monde. C'est lent, c'est rugueux, c'est souvent bancal. Mais si tu veux un jeu qui te fait ressentir solitude, galère, satisfaction de chaque petite victoire, alors tu tiens une perle. Si t'aimes l'immersion, les défis, la survie réaliste, fonce. Si tu veux un jeu fluide, propre et moderne, attends ou passe ton chemin. Moi, je retourne parler à ma noix de coco, elle au moins, elle me juge pas, et au moins, elle m'écoute. Il y a quelques jours, je vous ai parlé des Sims, permis de sortir sur GBA. J'avais vraiment adoré ça, et j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer à l'époque. Et un autre jeu auquel j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer, parce que j'ai même pas réussi à le finir, parce que j'étais en galère à l'époque, c'est les Sims 2 naufragés. Bienvenue sur l'île de la désolation.
où vos rêves de barbecue sur la plage virent rapidement au cauchemar de survie. Aujourd'hui, on plonge dans les Sims 2, Naufragé, sur PS2, un jeu aussi surprenant qu'oublié, qui mélange simulation de vie à la koh-lanta avec des contrôles plus hostiles que la faune locale. Le concept, brillantement bizarre. Imaginez vos Sims, habitués à leur petit confort, qui se retrouvent échoués sur une île après un naufrage. Ici, pas de maison cosy, pas de pizza livrée en 30 minutes, non. Construire des abris de bois, flotter, pêcher son propre dîner et espérer que le singe du coin ne pique pas tes ressources. L'idée de mêler survie et gestion des besoins était à la fois aussi logique que géniale. Préparez-vous à découvrir vos Sims en train de mourir de faim désespérément en tentant de fabriquer un radeau avec 3 brindilles. Le jeu, vraiment génial. Le gameplay, entre génie et frustration. Le jeu vous pousse à explorer l'île, récolter des matériaux, crafter des objets pour améliorer votre quotidien de naufragé. Les possibilités sont étonnamment variées. Construire des huttes, cuisiner des plats exotiques, et même créer des tenues en feuilles, parfait pour un défilé à la Tarzan. Mais attention, naviguer dans les menus est parfois une épreuve en soi. Les temps de chargement sont horribles, et on se croirait en train de résoudre un puzzle pour simplement allumer un feu. S'il vous plaît. Sortez-nous ce jeu, ça je vais en faire un short, ça n'hésitez pas à le clipper partout sur TikTok, ce jeu ressortez-le nous sur PS5, sans temps de chargement et avec les graphismes du jour, s'il vous plaît, parce que franchement c'était très 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 cool comme jeu, ça mériterait vraiment un remake en tout cas. Le gameplay, on en a parlé, c'était très très cool, l'ambiance aussi. Unique, mais vraiment étrange. Graphiquement, le jeu fait son boulot, pour de la PS2, environnement coloré, île vivante, musique insulaire qui vous plonge dans l'aventure. Mais il y a aussi un côté un peu loufoque, typique des Sims. Votre personnage peut passer de la déprime totale à la danse de la joie parce qu'il a trouvé une noix de coco. L'humour est omniprésent, et c'est ce qui sauve l'expérience du naufrage total. Verdict, c'est une pépite sous-estimée. Les Sims 2, Naufragé, c'est un jeu imparfait, mais avec une âme unique. C'est un ovni ludique qui vaut le détour pour son originalité, malgré ses contrôles parfois capricieux. Si vous aimez les expériences décalées et que vous n'avez pas peur de passer des heures à chercher du bambou pour vous fabriquer un lit, foncez. C'est un très bon jeu. Ça fait partie des rares jeux que j'aurais envie de me refaire. Vous avez vu, je vous ai reparlé de plein de jeux assez anciens sur cette chaîne, et il y en a plein que je kifferais refaire, comme Dragon Quest 8, mais je sais à quoi m'attendre, c'est un RPG. Lui, c'est un des rares jeux où vraiment, je pense que du A à Z, je risque d'être surpris. Je pense que la fin doit être très très cool. J'ai pas eu l'occasion de le faire, alors que j'ai dû passer 20 heures de jeu dessus. Je pense que ça suffit largement pour le finir, mais à l'époque, j'étais petit, et donc on jouait 5 heures, puis il suffisait qu'il y ait quelque chose qui nous plaise pas, puis on recommençait, puis on rejouait 5 heures, et ainsi de suite. Donc c'est assez dommage, j'ai pas eu l'occasion de le finir, d'où l'idée que j'aimerais un remake, ou sinon peut-être que sur PS5 on peut l'acheter en démat et rejouer au jeu PS2 sur PS5. J'ai vu que certains jeux PS2 étaient disponibles dessus, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, puis si ça vous plairait, je vous ferai peut-être même un let's play dessus, ça pourrait être très très cool, bien sûr avec des cuts et tout, mais une petite vidéo montée pourrait être très très cool. En résumé, les Sims 2 Naufragés, c'est un petit bijou, qu'aurait mérité beaucoup plus de reconnaissance, et qui prouve que même en slip sur une île déserte, les Sims trouvent toujours le moyen de râler. Alors, est-ce que t'es prêt pour affronter la jungle et les menus labyrinthiques? Ah, Subnautica, ce jeu où tu crois que tu vas passer des vacances pépousses sur une planète aquatique, comme un remake de koh-lanta sous l'eau. Mais en vrai, t'es là pour prouver que tu peux survivre 30 secondes sans te faire manger par un poisson mutant qui fait la taille d'un Airbus. Bienvenue dans le simulateur de thalassophobie extrême. Ici, tes seuls potes, c'est une voie robotique et des bestioles prêts à te croquer la cheville. Sérieusement, je comprends mieux pourquoi, dans le monde de Nemo, il cherchait à fuir l'océan. Là-dedans, si tu veux voir la lumière du jour, c'est compliqué. T'as 80% de chance de finir en bouillie pour alien carnivore. Bon, le jeu donne un beau décor sous-marin, avec des algues qui ondulent et tout le bazar pour te faire croire que t'es dans un National Geographic. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient dit aux développeurs « Ok, on fait un beau jeu de survie. » Mais si tu survis, c'est que t'as pas joué assez longtemps. Subnautica commence de manière super subtile. T'es dans une capsule, ça explose de partout. Et là, tu réalises que ton plus gros exploit pour l'instant, c'est de ne pas avoir fini en barbecue orbital. Et ton premier tuto, va nager, récupère des trucs et débrouille-toi. C'est sympa l'accueil, Surtout qu'au bout de 10 minutes, t'as 3 niveaux de faim, de soif et d'oxygène qui commencent déjà à clignoter. C'est comme un Tamagotchi sous stéroïdes. Sauf que cette fois-ci, c'est ta vie à toi qui est en jeu. Oh, j'ai soif, j'ai faim, j'ai plus d'air. Ça pourrait être le slogan du jeu presque. En plus, tu te retrouves à boire l'eau des poissons. Oui, les poissons, c'est une faune locale qui prend tes réserves d'oxygène, ton espace de stockage et ton intégrité mentale. Pour survivre, faut que t'attrapes ces adorables créatures colorées pour boire leur eau. Exactement. Et là, parlons un peu de l'ambiance, ou du cauchemar en sous-marin géant.
T'as déjà vu les jeux où tu peux creuser sous terre pour éviter le danger? Bah là, s'enfoncer sous terre, c'est justement un problème, parce que tu vas finir dans une grotte pleine de monstres géants. C'est comme si les développeurs avaient mis dans un shaker tous les trucs flippants possibles et qu'ils avaient secoué ça bien fort en disant « on leur met ça et on va voir ce qui se passe ». Subnautica, c'est un jeu où tu te balades tranquille et bam, un Léviathan passe comme ça à côté de toi. Un Léviathan, c'est quoi? Ah bah c'est juste un truc qui fait 3 fois la taille de ta capsule de survie avec des dents assez grandes pour remplacer la tour Eiffel. Et bien sûr, ces bestioles sont partout où tu as des ressources importantes à choper. Des loots à prendre, un Léviathan. Une caverne, un Léviathan. 3 mètres sans mourir, un Léviathan. Bref, Subnautica, c'est un peu le jeu parfait pour ceux qui trouvent que les films d'horreur sont trop calmes, et qui adorent l'idée de mourir étouffé par un poisson radioactif de 12 mètres. Si vous aimez le concept de boire votre propre urine pour survivre, ce jeu est fait pour vous. Subnautica résume bien ce qu'est la vraie survie. Et je te parle pas de la survie contre des zombies ou des créatures magiques. Non. Là, tu te bats contre toi-même, contre ton instinct qui te crie de remonter à la surface. Parce que l'eau, c'est peut-être la source de la vie. Mais là-bas, c'est surtout la source de ta mort. Et si vous hésitez encore, dites-vous que ce jeu offre la chance de développer une nouvelle phobie, la peur des océans et des gros trucs qui y nagent. Alors n'hésitez pas, plongez, vous verrez bien si vous remontez ou pas. Très sérieusement, plus sérieusement, c'est un jeu qui est excellent. Pour moi, c'est du 17, 18, 19 sur 20. C'est excellent, la petite note qui rassure, hein. Mais c'est un jeu qui est vraiment terrible. Plongez-vous dedans, le début est un peu compliqué, surtout si vous jouez avec la faim, la soif. Le début peut être un petit peu compliqué, moi j'avais pas l'habitude de ces jeux-là, mais en s'y accrochant, on y prend beaucoup de plaisir. Il y a énormément de surprises, c'est aussi un jeu qui a une vraie fin, c'est pas juste du craft à l'infini, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui est important, c'est pour ça que je vous le souligne là, c'est un jeu qui a un vrai début, un vrai milieu et une vraie fin. Pour un jeu de survie, de construction et de craft, je trouve que ça n'a pas été beaucoup vu, donc si vous avez des jeux similaires, n'hésitez pas à m'en parler, j'aimerais bien les faire, et pourquoi pas aussi faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu vous connaissez. C'était un des tests les plus longs, d'habitude les tests font 1 minute, là j'ai tenté un format un petit peu plus long que d'habitude, et n'hésitez pas à mettre bien sûr vos retours en commentaire. Force à tous, on se revoit très 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 bientôt. Kenshi, le jeu où même la misère est une feature. Ah Kenshi, ce jeu qui te balance dans un désert apocalyptique, sans tuto, sans pitié et sans respect pour ton temps libre. Un jeu où tu peux littéralement commencer en esclave et finir en roi, ou en tas de viande oubliée au fond d'un canyon. Bienvenue dans Kenshi, ce simulateur de darwinisme plus violent de l'histoire du gaming. Ici, aucune quête guidée, pas de PNJ bienveillant, juste une terre hostile où chaque erreur se paie cash et où la seule vraie loi c'est la castagne. L'expérience Kenshi c'est une pénible ascension vers la grandeur. Ou pas. Tu commences avec un slip, un bâton. Littéralement. Tu marches 3 mètres et t'as une bande de cannibales aux trousses prêts à te faire cuire à feu doux. Pas de soucis, tu tentes de fuir. Mais ton personnage a les stats physiques d'un gamin asthmatique. Tu trébuches, tu ramasses un coup de machette sur la tronche et boum. Bienvenue dans la mécanique des blessures permanentes. Car oui, dans Kenshi, tu peux perdre un bras, une jambe, voire ta dignité en moins de 5 minutes. Mais c'est pas grave, car tu peux aussi les remplacer par des prothèses mécaniques et devenir une sorte de cyborg badass. Encore faut-il survivre assez longtemps pour te payer ça. C'est un monde sans pitié. Les vrais s'y retrouvent, les autres souffrent. Les factions, elles en ont rien à carrer de toi. Les samouraïs vont te racketter, les esclavagistes vont te capturer, les bandits vont te tabasser juste pour le fun. Tu veux un chez toi? Prépare-toi à te battre pour chaque foutue planche de ta cabane. Tu veux recruter des compagnons? Soit t'as de la thune, ce qui est rare, soit t'es prêt à faire copain-copain avec des éclopés du désert. Et, si tu veux vraiment marquer l'histoire, tu peux bâtir ta propre cité, mais avec une armée privée, parce que crois-moi, le premier jour où tu poseras une pierre, une horde de pillards viendra voir si t'as du loot à leur offrir. Alors, c'est un chaos absolu, mais c'est une liberté qui est totale. Malgré toute cette souffrance, Kenshi c'est un putain de chef-d'œuvre. Chaque partie est une histoire différente, chaque victoire est un triomphe mérité, et chaque défaite une anecdote douloureuse mais mémorable. Si t'aimes les jeux où le monde entier essaye activement de te tuer, et où tu dois te battre pour chaque foutu morceau de pain, alors Kenshi c'est pour toi. Sinon, tu peux retourner jouer à Animal Crossing, on t'en voudra pas. Et si tu veux que je fasse des vidéos sur le jeu, pouce bleu et commentaire. Ah, Lost in Blue sur Nintendo DS. Rien qu'entendre ce nom, ça m'évoque immédiatement des super souvenirs, de galères absolues et de réflexions philosophiques sur la nature humaine. Et pourquoi les développeurs ont cru qu'on voulait vivre cette expérience? C'est simple, ce jeu c'est Koh-Lanta, mais en version t'as perdu dès que t'as allumé ta DS. Vous incarnez Case, un abdo lambda qui s'est retrouvé échoué sur cette île déserte. Jusque là tout va bien, mais vous vous rendez vite compte que ce n'est pas Lost, c'est pire.
Vous devez non seulement survivre, mais en plus traîner Sky, une jeune fille complètement inutile parce qu'elle est aveugle. Pas tout à fait, elle voit mais pas très bien. En résumé, elle galère pour marcher, elle a besoin qu'on lui tienne la main pour tout et elle bouffe 3 fois plus que vous. Et, bien sûr, c'est à vous de cuisiner. Super l'égalité des sexes. Le gameplay. C'est un esclavagisme déguisé. Le gameplay, ça se divise en 2 parties. Vous collectez des noix de coco, des racines et du bois pour le feu. Vous réalisez que vous avez perdu la moitié de votre journée à chercher de l'eau potable parce que Case a un estomac digne d'un trou noir. Mais attention, ne croyez pas que ça s'arrête là. Il y a aussi des mini-jeux pour allumer le feu, pour pêcher, avec la précision d'un chirurgien sous acide. Et quand vous pensez avoir tout fait pour survivre, Sky vous rappelle qu'elle a faim ou froid. Vous finissez par vous demander est-ce que c'est vraiment une île déserte ou juste un tuto géant sur le syndrome de Stockholm. L'ambiance a s'en arraché les cheveux. Graphiquement, le jeu est pratique. L'île ressemble à une carte mal imprimée, animation rigide, son des oiseaux qui piaillent en boucle qui finiront par vous donner envie de les chasser avec une pierre. Mais étrangement, on y revient. C'est peut-être l'idée de découvrir une nouvelle grotte ou une nouvelle recette magique qui vous fera économiser 2 heures de grind. Lost in Blue, c'est un peu le genre de jeu à l'ancienne, où tu souffres, mais où tu continues à jouer. Parce que t'as un espoir, sans doute irrationnel, que les choses vont s'arranger. Spoiler, ça s'arrange pas. Mais si vous aimez les défis hardcore, les relations toxiques et les simus de survie qui ne pardonnent rien, ce jeu est vraiment pour vous. Par contre, si vous voulez juste vous détendre, passez votre chemin. Parce que là, c'est Case qui détend tout le monde, sauf vous. Dans cette vidéo, on a plongé ensemble dans Lost in Blue. C'est un jeu culte de la Nintendo DS, vraiment de ma tendre enfance, où survivre n'a jamais été aussi frustrant et addictif. Entre collecte infinie, mini-jeux impossibles et une Sky qui vous fait perdre votre santé mentale. Découvrez pourquoi ce jeu est à la fois une galère totale et une pépite oubliée. Êtes-vous prêt à Vous vous réveillez sur une plage amnésique, frigorifiée et accompagnée uniquement d'une adolescente myope et de votre instinct de survie. Bienvenue dans Lost in Blue 2, ce jeu de la Nintendo DS qui vous demande non pas de sauver le monde, mais juste de ne pas crever en mangeant un escargot moisi. On va parler tout de suite du gameplay, reste bien jusqu'au bout. Lost in Blue 2, c'est un simulateur de galère en milieu tropical. Le jeu vous met dans la peau de Jack ou d'Amy, 2 ados échoués sur une île déserte. Et contrairement à Animal Crossing, ici la survie est bel et bien réelle. Si vous oubliez de boire, vous mourrez. Si vous oubliez de manger, pareil. Si tu oublies d'allumer le feu, pareil. Mais en grelottant. Mais là où le jeu brille, on s'enfonce, selon votre tolérance, c'est dans son gameplay ultra exigeant. Préparer un repas, ramasser du bois, escalader une falaise, allumer un feu, demande des mini-jeux en stylet très peu précis, comme si les Sims avaient fusionné avec Dark Souls dans une version galère, mal préparée. Avec le storytelling et l'atmosphère du jeu, c'est pas juste un jeu d'action, c'est un jeu d'endurance psychologique. Chaque journée est une micro-lutte. C'est là que Lost in Blue 2 devient captivant. C'est pas l'histoire qui vous attrape, c'est le quotidien de ces 2 ados perdus. Il y a une forme de poésie dans le fait de chercher une baie pour votre ami ou de risquer votre vie pour de l'eau potable. L'île n'est pas si vide, vous y trouvez grottes, ruines, animaux et quelques secrets. Mais attention, c'est pas une Zelda Wind Waker, c'est Robinson Crusoe. Si vous avez déjà joué à Downstairs, vous voyez l'idée. Mais Lost in Blue 2 n'a pas l'humour noir. Il a plutôt ce ton grave et réaliste qu'on retrouvait dans des SOS The Final Escape ou même This War of Mine. Une ambiance de survie brute, pas du tout glamour. Mais contrairement à ces titres, Lost in Blue 2 vous punit plus qu'il ne vous récompense. On n'est pas là pour devenir un héros, mais pour survivre une journée de plus, comme dans un épisode de Koh-Lanta sans caméra et sans épreuve rigolote. Alors oui, le jeu est frustrant, c'est un de ses défauts majeurs d'ailleurs. Les personnages, lents, menus peu ergonomiques, partenaires aussi utiles qu'un caillou humide et les recyclages des mécaniques rend vraiment les sessions ultra répétitives. Mais c'est aussi ce qui lui donne une authenticité assez rare en fait à l'expérience. Si vous cherchez un jeu chill, passez votre chemin. Ici on joue pour souffrir, survivre et réfléchir, et apprécier un repas de noix de coco comme un festin Michelin. Lost in Blue 2, c'est un ovni oublié de la Nintendo DS. Lent, exigeant, injuste, mais aussi très immersif. Une petite pépite de survie qu'on aime autant qu'on déteste. Je sais que le 1 vous avez beaucoup plu sur ma chaîne, pour ça qu'on est parti sur le 2, tout simplement. Et justement le 2, c'est pas un jeu pour tout le monde. Mais si vous aimez la sueur, la boue et les jeux qui vous humilient en silence, c'est une petite pépite de survie qu'on aime autant qu'on déteste. Franchement, ça mérite une petite session, même si c'est juste pour mourir, peut-être de soif. Abonne-toi. Imagine que tu survis à un crash d'avion, tu n'as plus rien, pas de téléphone, pas de feu, pas même un pote à sacrifier. Tu te réveilles sur une île, seul, jusqu'à ce que tu croises un enfant, armé d'une fronde qui a peur de tout. Bienvenue dans Lost in Blue 3, le jeu où t'es pas en galère, t'es en enfer, mais c'est des pixels et c'est sur DS, n'hésite pas à aller voir les vidéos sur le 2 et le 1. Le contexte, c'est le 3e volet d'une trilogie oubliée. Lost in Blue 1, c'était le choc, de la survie réaliste sur DS. Lost in Blue 2, c'était la version avec un duo un peu plus attachant. Et Lost in Blue 3, tu te dis bon, c'est sur
sûrement la version aboutie, avec amélioration, crafting de fou, monde ouvert. Et bah pas du tout, c'est un retour aux sources, avec plus de personnages, plus de dialogue et beaucoup moins de patience. Le gameplay, si tu veux couper du bois, et bah il y a 30 étapes. Dans ce troisième opus, on incarne un ado échoué sur une île mystérieuse, accompagné par 2 autres survivants, et ça devient rapidement un triangle amoureux mal fichu. Sauf qu'au lieu de flirter, tu dois chasser pour survivre, gérer des jauges de faim, de soif, d'énergie et de température, construire des abris, soigner des blessures et consoler des gens en crise existentielle. Le jeu te demande de survivre, mais avec un mini-jeu pour chaque action. Cueillir un fruit, écran tactile. Allumer un feu, écran tactile. Souffler sur les braises, t'as intérêt à avoir des poumons de triathlète DS. Ça aurait pu être génial, mais la réalité c'est que chaque action est assez répétitive et assez lente. Au bout de 3 heures, tu pries pour mourir, vraiment. L'histoire, t'es perdu, mais avec des dramates collégiens. Le scénario tente d'être plus profond, chaque personnage a un passé, une faille, une raison d'être là ou pas, mais on est loin de The Last of Us ou même très loin d'un Fire Emblem qui était sur DS aussi. Le rythme haché, dialogue longuet, et parfois tu passes plus de temps à consoler un ado dépressif qu'à vraiment chasser pour survivre. Et c'est dommage, parce que l'île cache zones mystérieuses, ruines, événements scriptés qui flirtent avec le fantastique. Mais faut farmer des ressources pendant 4 heures pour pouvoir y accéder. En comparaison, c'est un Animal Crossing sous l'Exomile avec la gestion de Darkest Donjon. Pas aussi libre qu'un Minecraft, plus profond qu'un Green Hill, et pas aussi fun qu'un Don't Starve, mais plus dense que Survival Kid, plus narratif que Lost in Blue 1 et 2, avec des ambiances dignes d'un jeu AD existentiel. Avec quelques petits faits intéressants que je vais vous lâcher là, le jeu est le seul de la trilogie qui te permet de contrôler tous les survivants, il possède plusieurs fins, selon tes affinités et selon ta survie, ce qui est quand même assez exceptionnel pour de la Nintendo DS, et la version japonaise a certains dialogues et mécaniques en plus, va savoir pourquoi on a été privé de ça, coupé de ça, dans la version européenne. Il y a aussi un bug qui permet de dupliquer certains objets avec une manipulation tactile. Bon, est-ce que c'est un diamant ? Bah non, c'est un silex mal taillé, mais c'est fascinant. Lost in Blue 3, c'est quand même l'épisode le plus ambitieux et le plus frustrant. Techniquement plus beau, narrativement plus écrit, mais en tant que joueur, tu subis plus que tu ne survis. Pourtant, malgré ses lenteurs, ses défauts, ses choix douteux, ça reste assez unique comme jeu. C'est un jeu qui ne cherche pas à te faire plaisir, il veut te faire souffrir, te ralentir, te frustrer, et dans un monde de fast gaming, il y a quelque chose de poétiquement brutal là-dedans. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, j'avais testé les deux, soit vous regardez cette vidéo indépendamment, soit vous regardez cette compilaison à la fin du coup des 3 vidéos justement des 3 Lost in Blue. J'avais beaucoup joué au 1 très jeune, j'ai jamais touché au 2 et au 3, mais j'avais beaucoup joué au 1 très jeune, j'avais beaucoup apprécié. J'espère que ces petites vidéos sur le 1, le 2 et le 3 vous auront quand même plu, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, et on se dit à très vite.